Mon frère me reproche ses échecs et le raconte à tout le monde. Malgré ses propres choix, mon frère raconte à la famille que son manque de succès est de ma faute. Maintenant je passe pour le méchant. C'est toujours comme ça avec Léo. Il échoue et d'une manière ou d'une autre, c'est toujours de ma faute. Cette fois-ci, c'est particulièrement ridicule, même pour lui. Et le pire, c'est qu'il a réussi à retourner toute la famille contre moi. Pour vous mettre dans le contexte, Léo est mon frère aîné de 2 ans. On a grandi dans un petit village viticole, au milieu des vignes, vous voyez le tableau. Nos parents ont toujours travaillé dur pour faire tourner le domaine familial. Moi j'ai toujours aimé ça, la terre, le vin, le rythme des saisons. Léo, par contre, lui, il a toujours rêvé de la ville, de Paris, de la grande vie. Quand on était gamin, déjà c'était flagrant. Moi, j'aidais papa dans les vignes dès que je pouvais. Je posais des questions, j'étais curieux. Léo, lui, il passait son temps à lire des magazines de mode, à écouter de la musique bizarre, à se plaindre qu'il s'ennuyait à mourir au village. Nos parents, évidemment, ont toujours été plus indulgents avec lui. Léo est un artiste, il est différent, disait maman en soupirant. Moi, j'étais solide, responsable, toujours là pour aider. En gros, j'étais le fils parfait, celui sur qui on pouvait toujours compter. Et Léo, c'était Léo. Après le bac, moi c'était évident, j'ai repris des études d'œnologie. C'était la suite logique. Je voulais moderniser le domaine, apprendre les nouvelles techniques, perpétuer l'héritage familial. Léo, lui, a annoncé qu'il voulait devenir chef cuisinier à Paris. Chef cuisinier, l'idée nous a tous un peu surpris, soyons honnêtes. Léo n'a jamais été un grand cuisinier. À la maison, c'était plutôt moi qui préparais les repas quand maman était débordée. Mais bon, artiste oblige, il fallait le soutenir dans ses passions. Nos parents, encore une fois, ont tout fait pour lui. Ils lui ont payé une école de cuisine privée hors de prix à Paris, un petit studio dans le 18e, autant dire un trou à rats, mais bon, c'était Paris, et une somme d'argent de poche plus que confortable. Moi, pendant ce temps-là, je me suis installée dans un studio étudiant minuscule à Dijon. J'ai bossé comme un dingue pour mes études et j'ai même pris un job à mi-temps dans un bar pour payer mes extras. Léo, au début, était tout feu tout flamme. Il nous racontait ses cours, ses profs, incroyables, les saveurs qu'il découvrait. On était tous contents pour lui, même si on se demandait un peu ce qu'il faisait vraiment de ses journées. Parce que, soyons honnêtes, Léo n'a jamais été un grand travailleur. Au bout de quelques mois, les nouvelles sont devenues moins enthousiastes. Les saveurs sont devenues moins excitantes. Les profs incroyables étaient soudainement trop stricts, et puis, les partiels ont commencé à arriver. Et là, catastrophe. Léo a lamentablement échoué à ses examens de premier semestre. Bon, échouer une fois, ça arrive à tout le monde, on s'est dit. Il était peut-être un peu stressé, il avait peut-être besoin de temps pour s'adapter. Nos parents l'ont rassuré, ils l'ont encouragé à redoubler d'efforts pour le semestre suivant. Moi, je lui ai proposé de l'aider à réviser, de lui envoyer mes fiches de cuisine. Oui, parce que mine de rien, la cuisine, ça me passionne aussi, et je me suis toujours débrouillée en gastronomie. Il a poliment refusé, en me disant que mes fiches n'étaient pas assez créatives pour son approche artistique. Bien sûr. Le deuxième semestre a été encore pire que le premier. Nouvelle session d'examen, nouvelle catastrophe. Cette fois, Léo s'est fait carrément virer de son école de cuisine. Fin de la récréation. Il est revenu au village, la queue entre les jambes, en mode Calimero. C'est injuste, on ne comprend pas mon talent, cette école était nulle, les profs étaient jaloux. Blablabla. Le discours habituel de Léo quand il se plante. Nos parents, dépités mais toujours aussi indulgents, ont essayé de le remotiver. Ils lui ont proposé de travailler au domaine, en attendant de trouver sa voie. Vous imaginez bien la réaction de Léo. Travailler la terre, dans la cambrousse, avec des paysans, hors de question. Trop ringard, trop ennuyeux, pas assez stimulant pour son génie créatif. Alors, qu'est-ce qu'il a fait notre Léo? Rien. Absolument rien. Il s'est enfermé dans sa chambre, il a passé ses journées à dormir, à écouter de la musique déprimante, à traîner sur les réseaux sociaux et à se plaindre auprès de maman que personne ne le comprenait. Nos parents ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Ils ont essayé de le raisonner, de le pousser à bouger,
à faire quelque chose de sa vie. Rien n'y a fait. Léo était devenu une ombre de lui-même. Un poids mort pour toute la famille. Et puis un jour, le drame. Un dimanche midi, pendant le repas de famille. Vous savez, le sacro-saint repas de famille du dimanche, où tout le monde se réunit autour de la bonne bouffe et du bon vin, Léo a balancé sa bombe. Devant toute la famille réunie, nos parents, ma tante, mon oncle, mes cousins, bref, le gratin familial au complet, il a décrété avec un air de martyr. Vous savez pourquoi j'ai échoué à Paris? Pourquoi je n'ai pas réussi à devenir le grand chef que j'aurais dû être? C'est à cause de Thomas. Silence de mort dans la salle à manger. Tout le monde s'est tourné vers moi, avec des regards interrogateurs, voire accusateurs. Moi, j'ai failli m'étouffer avec mon morceau de poulet. À cause de moi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Léo? Ai-je réussi à articuler, en essayant de garder mon calme? Léo a pris un air encore plus dramatique, avec des yeux de chien battu, et il a commencé son numéro. Oui, à cause de toi, Thomas. Tu m'as toujours saboté. Tu as toujours été jaloux de moi, de mon talent, de ma créativité. Tu n'as jamais cru en moi. Tu m'as découragé. Tu as dit à maman et papa que mon projet était stupide, que je n'y arriverais jamais. Tu as miné ma confiance en moi. C'est de ta faute si j'ai échoué. J'étais sidérée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Léo était en train de réécrire complètement l'histoire, de me transformer en bouc émissaire de tous ses malheurs. Et le pire, c'est que tout le monde était en train de le croire. Maman avait les larmes aux yeux, papa avait l'air gravement préoccupé, ma tante hochait la tête d'un air compatissant, mes cousins me lançaient des regards noirs. On aurait dit que j'étais le monstre de la famille, le grand méchant loup qui avait brisé les rêves de son pauvre petit frère. J'ai essayé de me défendre, bien sûr. J'ai expliqué que c'était n'importe quoi, que j'avais toujours soutenu Léo, que je l'avais même encouragé à persévérer dans sa voie. J'ai rappelé que j'avais été le seul à lui proposer de l'aide pour ses études de cuisine. Mais personne ne voulait m'écouter. Léo avait tellement bien joué la comédie, il avait tellement bien retourné la situation que j'étais déjà condamnée avant même d'avoir pu ouvrir la bouche. Thomas, je suis très déçue de toi, a soupiré maman avec un regard plein de reproches. Je ne pensais pas que tu étais capable d'être aussi méchant avec ton propre frère. Méchant? Moi? Mais c'était Léo le méchant dans cette histoire. C'était lui qui était en train de me salir, de me faire passer pour un monstre, alors que je n'avais rien fait de mal. Papa, lui, a essayé de jouer les médiateurs, mais sans grande conviction. Les garçons, calmez-vous, ce n'est pas le moment de se disputer. Léo a peut-être besoin de se sentir soutenu en ce moment. Soutenu? Mais il était déjà soutenu à 200%. On lui avait payé des études de luxe, un appart à Paris, de l'argent de poche. Et moi, j'étais censée le soutenir encore plus, alors qu'il était en train de me diffamer publiquement devant toute la famille. La suite du repas a été un calvaire. L'ambiance était glaciale, tout le monde me lançait des regards en coin, et Léo, lui, jubilait en silence, avec son sourire de Sainte Nitouche. J'avais envie de me lever et de claquer la porte, de partir en courant et de ne jamais revenir. Mais je suis restée, par respect pour nos parents, et parce que je savais que si je partais, ça confirmerait encore plus ma culpabilité aux yeux de tous. Après le repas, j'ai essayé de parler à Léo en privé. Je l'ai suivi dans sa chambre, et j'ai refermé la porte derrière moi. Léo, il faut qu'on parle. Ce que tu as dit pendant le repas, c'est inadmissible. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Pourquoi tu racontes ça? Il m'a regardé avec un air de défi, un petit sourire narquois au coin des lèvres. Pourquoi? Parce que c'est la vérité, Thomas. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu as toujours voulu me rabaisser. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. J'ai explosé. J'ai perdu mon calme pour la première fois de ma vie. Mais tu es complètement fou. Jaloux de toi? Mais de quoi serais-je jaloux, dis-moi? De tes échecs, de ta fainéantise, de ton incapacité à prendre tes responsabilités? Tu es ridicule, Léo, pathétique. Il s'est levé d'un bond, le visage rouge de colère. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu n'as aucun respect pour moi. Tu es juste un petit paysan frustré, jaloux de ma réussite artistique. Réussite artistique? Mais quelle réussite artistique? Il n'avait jamais rien réussi de sa vie à part dépenser l'argent de nos parents et se plaindre à longueur de journée.
La dispute a dégénéré. On a commencé à se crier dessus, à s'insulter, à se pousser. Jusqu'à ce que maman arrive en courant, affolée par le bruit. Elle nous a séparés en hurlant, en nous traitant de gamins, de sauvages, de honte de la famille. Après cet épisode, la situation familiale est devenue encore plus tendue. Léo continuait son numéro de Calimero auprès de tout le monde, en me dépeignant comme le grand Satan, le frère jaloux et malveillant qui avait gâché sa vie. Et la plupart des membres de la famille, influencés par le discours de Léo et par leur propre penchant à l'indulgence envers lui, me regardaient de travers. Je me suis retrouvée isolée, mise à l'écart, considérée comme le mouton noir de la famille. Même nos parents, malgré leur tentative de neutralité, semblaient avoir un petit faible pour la version de Léo. Il souffre tellement, tu sais, Thomas, il a besoin de notre soutien. Sois indulgent avec lui. Indulgent? Mais c'était moi qui avais besoin de soutien. C'était moi qui étais victime d'une injustice flagrante. J'ai commencé à me sentir de plus en plus mal à l'aise au village. Les regards accusateurs, les chuchotements derrière mon dos, les sous-entendus, j'avais l'impression d'être devenu un étranger dans ma propre famille, dans mon propre foyer. J'ai même hésité à quitter le domaine, à partir loin, à tout recommencer ailleurs. Mais je me suis ravisée. Pourquoi devrais-je partir? Pourquoi devrais-je fuir? Je n'avais rien fait de mal. C'était Léo le fautif, c'était lui le manipulateur, c'était lui le responsable de ses propres échecs. Ce n'était pas à moi de payer pour ses erreurs. Ce n'était pas à moi de me sacrifier pour son confort émotionnel. Alors, j'ai décidé de changer de stratégie. Au lieu de me défendre, de me justifier, de me battre contre des moulins à vent, j'ai choisi d'ignorer Léo et ses accusations ridicules. J'ai continué à travailler au domaine, à m'occuper des vignes, à produire du bon vin, à faire mon travail du mieux possible. J'ai repris ma vie en main, sans me soucier du regard des autres, sans me laisser influencer par les manipulations de mon frère. Au début, ça n'a pas été facile. Les tensions étaient toujours présentes, les non-dits pesaient lourd, et Léo continuait ses petites piques et ses remarques venimeuses à mon égard. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. En me voyant assumer mes responsabilités, en me voyant réussir dans mon travail, en me voyant garder la tête haute malgré les difficultés, certains membres de la famille ont commencé à douter de la version de Léo. Nos parents, surtout, ont fini par ouvrir les yeux. Ils ont compris que Léo les manipulait, qu'il se servait de son rôle de victime pour se dédouaner de ses propres échecs et pour attirer la compassion de tout le monde. Ils ont réalisé que j'étais, au contraire, le fils responsable et mature, celui sur qui on pouvait vraiment compter, celui qui portait l'avenir du domaine familial sur ses épaules. Un jour, papa m'a pris à part. « Thomas, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. On a été aveugles, on a cru trop facilement aux mensonges de Léo. On aurait dû te faire plus confiance. On est fiers de toi, de ton travail, de ta force de caractère. Tu es un homme bien, Thomas. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Ces quelques mots ont suffi à me réconforter, à me redonner confiance, à effacer une partie de la douleur et de l'amertume que j'avais accumulée pendant des semaines. J'ai compris que, malgré les épreuves, malgré les injustices, la vérité finit toujours par triompher. Et que le plus important, c'est de rester fidèle à soi-même, de croire en ses propres valeurs et de ne jamais se laisser abattre par les manipulations et les mensonges des autres. Quant à Léo, il continue à vivre dans son monde parallèle, à se plaindre de son sort, à accuser les autres de ses propres malheurs. Mais maintenant, plus personne ne le croit. La famille a compris son jeu et elle a pris ses distances. Il est devenu un peu le bouffon de la famille, celui qu'on écoute d'une oreille distraite, en souriant poliment, mais sans jamais prendre ses paroles au sérieux. Moi, j'ai tourné la page. Je me suis concentrée sur mon travail, sur mes projets, sur ma vie. J'ai prouvé à tout le monde, et surtout à moi-même, que j'étais capable de réussir, malgré les obstacles et les mesquineries. J'ai appris une dure leçon sur la nature humaine, sur la jalousie, sur la manipulation, sur l'importance de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne ressens plus de colère, plus de rancœur, juste un peu de tristesse pour mon frère, pour sa faiblesse, pour son incapacité à assumer ses propres responsabilités.
Et une immense fierté d'avoir surmonté cette épreuve, d'avoir grandi, d'avoir mûri, d'être devenu un homme plus fort et plus sage. Et surtout la satisfaction d'avoir prouvé à Léo, sans même avoir eu besoin de lui dire, que son sabotage mesquin n'avait eu aucun effet sur ma réussite. Bien au contraire, il m'avait rendu encore plus fort et plus déterminé à tracer ma propre voie, loin de ses ombres et de ses mensonges. Et ça, finalement, c'est ma plus belle victoire.